Salut à tous, allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer une œuvre qui ressemble à s'y méprendre à une comédie romantique moderne, littéralement, avec ses quiproquos et ses retournements de situation dignes d'une série. On parle bien sûr du chef-d'œuvre de Marivaux de 1730, Le jeu de l'amour et du hasard. Bon, oubliez tout de suite l'image du théâtre classique hyper figé et poussiéreux. Non, ce qu'on a là, c'est une véritable masterclass sur la psychologie amoureuse et le poids des apparences. Et pour ceux d'entre vous, surtout les lycéens, qui cherchent à maîtriser cette œuvre pour le bac, eh bien, ce décryptage est fait pour vous. On va rendre tout ça super clair. Et pour être bien sûr de tout capter, voici notre plan de match. On a 4 grandes parties. 1. L'intrigue et son fameux double piège. 2. Le concept incontournable du marivaudage. 3. Ce conflit énorme entre le cœur et la raison. Et enfin 4. La subtile critique sociale qui se cache juste sous les rires. Allez, c'est parti. On attaque donc avec notre première partie, l'intrigue, ou plutôt ce que j'appelle un double piège, avec une configuration brillamment chaotique. Alors, remettons-nous dans le contexte. Au XVIIIe siècle, le mariage arrangé, c'est un grand classique. Monsieur Orgon veut marier sa fille, Sylvia, à Dorante, un jeune noble. Super, non? Sauf que le gros problème ici, c'est que ni l'un ni l'autre n'a envie de se marier à l'aveugle. L'idée même les terrifie. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est vérifier la vraie personnalité de leur futur conjoint avant de s'engager pour la vie. C'est quand même un point de départ extrêmement moderne pour l'époque, vous ne trouvez pas? Et c'est là que les choses deviennent franchement fascinantes. Le coup de génie de Marivaux, il est là. Sylvia a une idée complètement folle pour observer Dorante incognito. Elle échange sa place avec sa femme de chambre, Lisette. Elle devient donc la servante. Sauf que, et c'est là le twist, de son côté, sans s'être concerté, Dorante a eu exactement la même idée. Du coup, il débarque déguisé en son propre valet, sous le nom de Bourguignon. On se retrouve donc avec un double rendez-vous à l'aveugle, totalement absurde. Les maîtres sont déguisés en valets et les valets en maîtres. C'est une symétrie parfaite pour un chaos total. Mais attendez, il y a forcément quelqu'un qui tire les ficelles, non? Eh bien oui, le père, Monsieur Orgon, a reçu une lettre secrète l'informant du plan de Dorante. Donc lui et son fils Mario sont absolument les seuls à connaître la vérité. Et plutôt que de tout arrêter, et de dire bon, on arrête les bêtises, que fait le père? Il s'installe confortablement, en quelque sorte dans son fauteuil de spectateur, et il laisse faire. Il regarde ce fameux jeu de l'amour et du hasard se dérouler sous ses yeux, juste pour s'amuser. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, le célèbre marivaudage, ou tout simplement l'art de jouer avec les mots. Alors, le marivaudage. Si vous devez retenir un seul concept pour briller dans vos analyses, c'est bien celui-là. Aujourd'hui, on l'utilise parfois pour parler d'un petit flirt un peu léger. Mais chez Marivaux, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Oubliez le coup de foudre où les personnages tombent dans les bras l'un de l'autre direct. Non, ici l'amour se construit par la parole. C'est un jeu de séduction ultra subtil. C'est une vraie joute verbale. On se teste, on cache ses propres sentiments, tout en essayant désespérément de deviner ceux de l'autre. C'est un échange où chaque compliment cache en fait une question, et chaque esquive est une attaque. Le but, obliger l'autre à se dévoiler un peu plus sans jamais perdre la face. Et ce jeu a ses propres règles. Le déguisement ici, c'est pas juste là pour nous faire rire, c'est un véritable bouclier psychologique. Parce qu'ils se croient serviteurs, Sylvia et Dorante se sentent libres. Ils se parlent avec une franchise qui serait juste impensable s'ils portaient leurs habits de nobles. Du coup, un jeu du chat et de la souris s'installe en permanence. Il y a des sous-entendus partout, à chaque phrase. Paradoxalement, c'est ce faux semblant, ce masque, qui va leur permettre de faire ressortir la vérité de leur cœur. C'est un vrai laboratoire expérimental, en fait. On passe logiquement à la troisième partie, le cœur face à la raison, ou ce fameux conflit interne. Parce que oui, ce petit jeu d'observation va très très vite se transformer en un véritable cauchemar psychologique pour eux. D'un côté, on a Sylvia, qui est en pleine panique, elle est noble, et d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle est en train de tomber irrésistiblement sous le charme d'un simple valet, ce fameux Bourguignon. Et de l'autre côté, symétrie parfaite, Dorante, le fils de bonne famille, se retrouve fou amoureux de la servante. C'est le crash test entre le cœur et la raison. Tout leur indique, leur éducation, la société, les préjugés, que cet amour est honteux, que c'est strictement impossible. Mais le problème, c'est que leurs cœurs ont déjà choisi. Et c'est exactement cette tension dramatique qui rend la pièce si captivante. Évidemment, à force de passer du temps ensemble, la pression devient juste ingérable. La première vraie rupture arrive quand Dorante n'en peut plus du mensonge et finit par avouer sa véritable identité. Mais alors là, regardez bien ce que fait Sylvia. Prouvant une force de caractère incroyable, au lieu de tout avouer à son tour,
Elle décide de ne rien dire. Elle garde son masque. Elle pousse le test à son maximum absolu. Elle veut s'assurer que Dorante est prêt à braver tous les interdits sociaux et à demander une vraie servante en mariage. Et ce n'est qu'une fois qu'elle a obtenu cette preuve ultime d'amour, ce triomphe absolu, que la grande révélation finale peut enfin avoir lieu. Au passage, il y a un détail incontournable pour vos dissertations, l'intrigue parallèle des domestiques. Pendant que nos deux nobles se déchirent de l'intérieur, les vrais serviteurs, Arlequin et Lisette, eux aussi, déguisés avec les vêtements de luxe de leur patron, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Sauf que leurs scènes sont hyper burlesques, beaucoup plus directes. Ils imitent les manières des nobles de façon tellement exagérée et comique. C'est un effet de miroir déformant qui contraste génialement avec la retenue et le stress de Sylvia et Dorante. Gardez bien ce point de comparaison en tête. C'est crucial pour montrer la richesse de la pièce. Allez, on attaque notre 4e et dernière partie, une subtile critique sociale ou comment l'amour se joue de la hiérarchie. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, derrière les rires et les petits jeux de mots, Marivaux fait passer un message super profond. Ce qu'il nous dit, c'est que l'amour véritable exige qu'on fasse tomber les masques. Les titres de noblesse, l'argent, le statut, tout ça, ce sont des artifices qui faussent nos relations. En obligeant Dorante à faire sa demande à une fille qu'il croit être du peuple, la pièce remet violemment en question la rigidité des classes sociales de l'époque. Les préjugés sont bien là, on le voit avec la souffrance des personnages, mais le message au final, il est hyper optimiste. Ces barrières peuvent, et doivent, être explosées par la force des sentiments. Bon, cela dit, la fin nous ramène à la réalité de l'époque, avec ce fameux proverbe « qui se ressemble, s'assemble ». Tout est bien qui finit bien, les nobles épousent les nobles et les valets épousent les valets. C'est vrai, l'ordre social naturel est restauré à la fin. Mais attention, la petite nuance qui change tout, c'est que cet ordre n'est rétabli qu'après que la valeur individuelle de chacun a été prouvée, totalement indépendamment de leur statut social. En gros, la noblesse de cœur a dû être validée avant la noblesse du titre. Du coup, ça nous laisse sur une vraie réflexion. L'amour triomphe-t-il vraiment des préjugés sociaux ? Alors oui, la sincérité était prouvée sans prendre en compte le rang social, d'accord. Mais soyons réalistes 2 secondes. Au bout du compte, Sylvia et Dorante étaient bien des nobles depuis le tout début, non ? Est-ce que le mariage aurait vraiment eu lieu si Sylvia avait été une vraie servante ? Cette question super délicate, elle reste en suspens. Et c'est ça qui montre toute la complexité et la modernité de l'œuvre. En tout cas, j'espère que ce décryptage vous donnera toutes les clés pour aborder cette pièce majeure avec un regard tout neuf et structurer vos idées. Gardez votre esprit critique grand ouvert et à très vite pour une nouvelle exploration littéraire.